Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Aujourd'hui, j'accueille Patricia, coach en nutrition harmonie. Bonjour Patricia, bienvenue sur ma chaîne podcast. Bonjour. Patricia, voilà, on t'entendait pas très bien. Donc Patricia va nous parler un peu de son ressenti sur la perte d'identité dans notre société et comment elle le voit à travers son vécu et sa clientèle. Donc pour cela, elle va d'abord nous parler un peu d'elle et de son activité. Donc c'est à ton tour Patricia. Donc Patricia, comme m'a dit Méline, je me présente un petit peu moi-même. Donc 47 ans, maman de 3 garçons, donc mariée. Je vis à l'île de la Réunion et du coup actuellement effectivement je suis en reconversion professionnelle. Ça y est, et je suis éclaireuse en nutrition. J'aide les femmes pour qui le surpoids a un impact sur leur santé physique et psycho-émotionnelle. Voilà, on va y arriver. Oui, il y a des mots un peu difficiles des fois. Voilà. Alors, en fait, c'est vrai que la perte, quand tu m'as demandé de venir faire un podcast avec toi sur la perte d'identité, ça m'a beaucoup parlé parce que on va dire que la première prise de conscience, elle a été à 40 ans. À savoir que là où je me suis questionnée, alors j'ai vécu longtemps en métropole, je suis née en métropole, mes parents sont d'origine réunionnaise. Et du coup, on est revenu vivre à La Réunion quand j'avais 18 ans. Déjà, là, on va dire que la question d'identité se posait parce que quand j'étais au lycée, je ne parlais pas créole et je comprenais très peu le créole parce que nos parents ne parlaient pas créole avec nous, en fait. Ils parlaient français. Donc, ça a été l'intégration et, enfin, à l'île de La Réunion n'a pas été simple parce malgré tout, quand on venait en vacances, en fait, nos grands-mères parlaient créole avec nous, mais ma mère faisait la traduction. Mais du coup, d'accord. Ouais. Toi, t'as eu ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Effectivement. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, les autres lycéens me disaient d'arrêter de faire mon intéressante. Je parle français alors que je suis typée créole. Ça collait pas, quoi, en fait. Voilà. Donc, et puis en même temps, quand je suis en métropole, on me disait, t'as des cheveux des noirs, mais t'es blanche comme nous. Ouais. Donc, déjà, cette question d'identité se posait, en fait, en moi. C'est-à-dire, je savais plus trop où était ma place, sur quel territoire, en fait, je suis née, en fait. J'étais entre deux pays, au final. Ouais. Et il m'a fallu bien 5-6 ans pour pouvoir m'adapter. Parce qu'après, je suis repartie en métropole pour faire mes études d'assistante sociale, parce qu'à la base, effectivement, c'est mon premier diplôme. Oui, et là aussi, en fait, j'étais confrontée, par exemple, des personnes d'origine algérienne, marocaine, me parlaient en marocain. Oui, c'est un peu la particularité de la Réunion. C'est vrai que le métissage fait qu'on ressemble à des Maghrébins assez facilement. Exact. Et tout ça, ça vient quand même aller te chercher dans ce que tu vois, ton identité, dans ce que tu es ou dans ce que tu n'es pas, et là où tu te trouves, où tu te sens pas bien, où tu te dis, elle est où ta place, quoi, finalement. Donc, mais ça me pesait pas, ça ne m'empêchait pas d'avancer, de rencontrer du monde, ça me pesait pas. Et puis, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je suis partie un petit peu au Canada, et là j'ai vu le melting pot, et je me suis dit, finalement là-bas, j'avais l'impression pour le coup, on cherchait pas trop d'où tu venais, parce que tout le monde se mélangeait, tout le monde partageait des repas de divers horizons, ça posait pas de problème. Je trouvais que c'était plus simple au Canada qu'en métropole. Moi, j'ai vu qu'il y avait une facilité et une aisance à aller à la rencontre de l'autre, et du coup, il y avait moins de honte d'être ce que nous sommes dans notre culture que quand j'étais en métropole, et pourtant j'y ai vécu et tout ça. Mais voilà, moi j'ai vu. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et puis, il y a encore un problème de reconnaissance de la différence, quoi.
Exact, c'est ça, exactement. Et puis, c'est vrai que après mon métier faisant que, parce que j'étais assistante sociale pendant 22 ans, donc on accompagne des personnes, parce que l'identité, c'est effectivement aussi d'où tu es né, mais c'est aussi peut-être c'est les valeurs que tu vas impliquer, tu vas intégrer, c'est ce qui s'est joué dans ta famille en termes de repères. Tu vois, bon, c'est tout ça pour moi, l'identité. Après, peut-être que toi, tu as d'autres l'identité, c'est ce qui fait ta personnalité aussi. C'est tes valeurs, c'est bien sûr une partie de ton éducation, mais c'est aussi ce que tu as envie d'être et ce que tu es, et d'accepter qui tu es sans avoir la contrainte du regard des autres et des critiques des autres et du jugement en général. Mais c'est vrai que quand tu es immigré, à un moment donné, soit tu te dis tu rentres dans le moule et tu perds un peu de toi, tu vois. Ouais. C'est ça. Voilà. Effectivement, tu te dis, c'est au détriment peut-être de pas pouvoir s'intégrer facilement en gardant ce que tu es, tu vois. Moi, j'étais souvent un petit peu dans, je vais rentrer dans le moule. On va y aller. Tu vois, t'es plus facilement intégré dans un pays étranger comme le Canada que ton propre pays, la France. C'est ça. Exactement. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai le même problème que toi, et pourtant je suis blonde. En ce moment je suis rousse, mais voilà. Moi, j'ai changé de pays tous les 4 ans parce que mon père était diplomate. J'ai pas eu de problème dans tous les pays où j'ai été, et au moment où je suis arrivée en métropole, en banlieue parisienne, même en étant blonde, pendant 3 mois, personne m'a adressé la parole. Donc, au lycée. Ouais. Après, voilà, je me dis que ça dépend des terres. Il y a des pays, ce sont des terres d'accueil, et en a d'autres, peut-être l'accueil est beaucoup plus complexe, tu vois. Et du coup, on a plus de facilité à faire le mélange des ethnies, des différentes, qu'on appelle ça, civilisations, qu'alors la France a encore un blocage sur la représentation physique de la personne ou d'où elle vient. Donc, c'est ça. Mais bon, exact. Du coup, voilà. Après, c'est vrai que à 40 ans, là, j'ai eu un gros, vraiment, c'était profond. Une recherche. Alors, je pense que parce que professionnellement aussi, j'arrivais au bout de quelque chose, parce que j'ai vécu un épuisement professionnel. Et ça a été aussi une année où j'ai perdu. Enfin, il y a eu 2 collègues qui sont décédés assez brutalement, je vais dire. Et effectivement. Quand, par exemple, au niveau du service, on a demandé des congés pour aller à l'enterrement, le service nous a refusé parce que, pour nécessité de service, exact. Et alors que c'est des collègues qui ont donné, Et sinon, ils nous ont dit, si on prend la journée, ça va être coupé de notre salaire, voilà. Et en fait, c'est là, effectivement, où on se pose la question, mais 30 ans de service, les collègues meurent brutalement. Même les chefs de service se sont pas déplacés pour l'enterrement. Et là, se pose la question effectivement des valeurs, de l'humanisation, de la déshumanisation, et que nous-mêmes, on travaille dans un service social, donc dans la relation à l'autre, où on est quand même, c'est l'humain, le centre quand même de nos pratiques. Et là, tout a été changé. Donc, soi-disant humain. Ouais, soi-disant humain, c'est ça. Et là, c'est vrai que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que tout a été chamboulé. Alors, du coup, c'était tant mon identité professionnelle qui a été bouleversée et chamboulée parce qu'on me demandait de faire des choses qui, pour moi, n'étaient plus en harmonie avec ce pourquoi j'avais choisi de faire ce métier, cette profession. Par exemple, des choses bêtes, mais la personne ne vient pas à mes rendez-vous, je vais en visite à domicile. Et à un moment donné, effectivement, où l'élève ne venait pas, donc j'allais en visite à domicile, et j'avais des reproches de la direction qui me disaient tu fais trop de visites à domicile. Je dis oui, mais le propre même de mon travail, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'aller dans la rencontre de leur milieu. C'est ce pourquoi j'ai choisi de faire ce travail, c'est d'aller à la rencontre des gens. C'est de base, social, tu es à l'aide à l'autre, tu assistes. Donc, si tu n'as pas la possibilité d'y aller, quel est l'intérêt de ce métier? C'est ça, c'est ça. Donc en fait, ce qu'ils nous demandaient, c'était plutôt des directives, c'était très descendant. Et puis, le propre même de ce pourquoi on avait choisi de faire ce métier, qui était à la rencontre de l'autre, de prendre du temps dans les entretiens, c'était fini. On nous demandait de prendre 20 minutes, maximum 30 minutes. Il fallait compter le nombre d'entretiens qu'on faisait. Les gens, s'ils pleurent, on leur dit, tu arrêtes de pleurer, hein. Donc là, maintenant, tu reviens, et parce que moi, j'ai un quota d'entretien à faire. Et là, comme ça, tout s'est étiolé dans mon identité professionnelle parce que je me reconnaissais plus. Je me dis, je n'ai même plus le temps
de rencontrer les gens dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent. Et là, je me suis dit, mince, et ça s'est étiolé comme ça. Donc ça, c'est pour mon identité professionnelle. Puis après, il y a eu mon identité personnelle dans le sens où on m'assimilait beaucoup à mon père. Et en fait, j'avais l'impression de pas retrouver qui j'étais, qui je suis en fait. Alors, on m'assimilait tant physiquement que dans mes combats, en fait, pareil. Parce que comme il est beaucoup aussi dans le social, dans le syndicat, donc c'est beaucoup le rapprochement. Et là, je me suis dit, mince, c'est pas possible, Patricia, t'es qui réellement? Voilà. Et là, à 40 ans, ça a été, j'ai pris 5 ans facilement. On va dire que ça fait 2 ans où ça y est, je commence à poser, poser tes valeurs, exactement, à plus peser et à faire mes valeurs et bien avec ça. Et c'est passé effectivement aussi par le physique. Par le physique parce que j'avais les cheveux très courts, je défrisais mes cheveux. Voilà. C'est ça. Et il y a eu un besoin de retourner aux racines avec ce cheveu crépus, bouclé, laissé pousser. Mais les autres, j'avoue, c'est vrai qu'autour de moi, beaucoup n'ont pas compris, ne comprennent pas. Ils me disent, ils ne comprennent pas. Tu disais même que ton mari ne savait même pas que tes cheveux étaient comme ça. Exactement. Il m'a dit, j'ai dit, oui, parce que j'ai toujours défrisé, c'est toujours droit en brushing, etc. Et là, il découvre en fait, il me dit, mais je te reconnais pas. Et oui, mais. Oui, mais ça, c'est moi. C'est ça. C'est ça. Exact. Du coup, c'est vrai que tu vois, même dans l'extérieur, effectivement, alors même au niveau de la perte de poids, parce que pendant 4 ans, j'ai pris 20 kilos, maintenant 3 ans avec le mal-être au travail essentiellement et la cause. Et moi, j'ai toujours été une fille très fine, très mince, très. D'ailleurs, on m'a toujours dit, mais j'ai jamais été très attachée à la nourriture. Et d'ailleurs, tout le monde toujours s'inquiétait pour moi en me disant, mais elle est trop maigre, elle va tomber malade. Et là, à 35 ans, j'ai eu une prise de poids énorme. Un début de prise de poids énorme, effectivement. Et effectivement, je me suis plus reconnue parce que ça c'est pas moi. Et quand j'ai fait le burn-out et que j'étais en arrêt maladie, bon, du coup, de fil en aiguille, le fait d'être chez moi, ça m'a permis de me recentrer sur mon corps, sur mon intérieur, sur justement cet enfant intérieur, cette petite Patricia, qu'est-ce qu'elle avait envie de vivre, qu'est-ce qu'elle a envie de dire. Voilà. Les envies, les rêves que tu as oubliés. Ouais, c'est ça, que j'avais oublié parce qu'il y a tout l'extérieur qui prend beaucoup plus de place. Et puis, il y a notre quotidien. Je pense des fois aussi dans notre quotidien, on est pris dans une tempête et du coup, on ne prend pas le temps de se poser pour s'écouter. Ou on ne prend pas le temps non plus d'observer nos signaux, tu vois. Certains signes. C'est ce que j'explique à ma clientèle, c'est écouter votre corps. Quand votre corps parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à régler. C'est ça. Exactement. Et c'est vrai que du coup, pendant ce temps de pause, vraiment, c'était un temps, je me dis, je fais pause. Je fais pause et je me regarde. Et je regarde ce que j'ai envie d'être. Et je regarde quelles sont les valeurs les plus hautes pour moi. Quelles sont les valeurs pour lesquelles j'ai pas beaucoup d'importance. Enfin, voilà. Et en fait, je me suis découverte. Après, je me suis fait aussi aider, il y a une réalité. Et puis, j'ai découvert. Voilà. Je me suis fait aider. Un psychiatre. Alors, psychologue, non. Si, j'ai été voir 2 fois un psychologue du travail. Mais voilà, non, voilà. Psychiatre, oui, parce que à un moment donné, administrativement, il faut poser les choses. Ouais. Et puis j'ai fait la constellation familiale m'a beaucoup aidée. Ouais, beaucoup aidée. Ça t'a permis de décanter ton passif générationnel. C'est ça. En plus, tu parles beaucoup de ton père là, donc tu as dû essayer de trouver d'où venait cette ressemblance et cette obsession que les gens ont te dire que tu ressembles à ton père, surtout. C'est ça, exact. Et puis la place de la femme dans notre lignée, en fait. Et la place de la femme chez nous, le travail est hyper important chez les femmes, chez nous. Parce que c'est la femme, dans notre lignée familiale, il y avait que des femmes qui travaillaient, les hommes ne travaillaient pas. Les hommes sont absents. Ouais. Ça m'a permis d'apprendre. Ah ouais, donc on t'a donné, on te disait que tu ressemblais, tu faisais comme ton père, mais en fin de compte, ta vraie identité, c'est pour ça que tu étais perdue, c'est qu'en fin de compte, tu t'es pas rattachée à ta lignée de femmes, tu t'es rattachée à la lignée d'hommes. C'est ça. Ouais. Et puis aussi avec une valeur travail
tellement importante que du coup, tout ce qu'il y a autour, la valeur familiale, la valeur conjugale, tu vois, eh ben, elle est complètement enfouie. Voilà, c'est ça, exact. Ouais. Enfouie. D'où, en fait, après aussi l'épuisement professionnel, parce que du coup, tu te donnes à 2000% en oubliant tout ce qu'il y a en dessous, parce que chez nous, la valeur travail chez les femmes, ben est beaucoup plus importante, oui. Parce qu'en fait, c'est ce qui est véhiculé, effectivement, je me souviens de mes grands-mères qui me disaient, mais pour que tu sois libre, il faut que tu aies une carte bleue, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que tu travailles. Ne compte pas sur un mari, ne compte pas sur un homme. Ce qui est une réalité. Mais pour le coup, la valeur amour ou la valeur, tu vois, d'être aimé, de se faire aimer, enfin, d'être aimé, pas de se faire aimer, parce que se faire aimer, ça veut dire que tu t'oublies, mais d'être dans quelque chose d'un peu plus amour, tu vois, le bien, enfin, voilà, et ben ça non, ça c'était pas grave. L'essentiel c'est que tu as l'argent sur ton compte et que tu travailles. Après que t'aimes pas ton job. Voilà, je reviens un petit peu sur ce que tu dis. C'est aussi un peu l'éducation réunionnaise, parce que même si on dirait pas, derrière c'est surtout la femme qui dirige, même si il montre plutôt l'inverse, on est plutôt patriarcal. Enfin, chez moi, en tous les cas, c'est comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a cette obsession de l'argent, de dire que l'argent, c'est ce qui va te permettre de vivre, de survivre, et le reste, on verra après. Moi, j'ai été un peu comme toi. Moi, on m'a éduqué à tu fais tes études, le priorité, c'est que tu gagnes ta vie, et le reste, on verra, les amours, la vie de famille, tu verras. Mais là, c'est pas la priorité. Et ce qui fait que, voilà, et c'est un constat aussi, mais là, je suis sur un autre sujet, tu parles des femmes qui font énormément de choses en surmenage, en travail, en vie de famille. Et c'est vrai qu'il y a un constat qu'il y a plus de femmes qui font des burn-out, surtout vers la quarantaine, que des hommes. Donc, on est une société de femmes en crise, puisque, bah, voilà, nos grands-mères ont fait mai 68, la liberté de la femme, même avant, les suffragettes, les machins, qui fait que nous, on se retrouve avec une responsabilité tellement lourde de devoir tout faire. Les enfants, le travail, faut être la maîtresse, faut être la femme, faut être tout, et qui fait qu'à un moment donné, le mental, le corps suit avec, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Donc c'est vrai que c'est la perte d'identité sur les femmes. C'est ça. Et c'est vrai que la constellation familiale m'a permis de vraiment prendre conscience que les deux valeurs les plus hautes chez moi, c'est l'amour et la joie. Et qu'en fait, à partir du moment et dans la constellation, effectivement, ce qui en est ressorti, c'est nourrir en permanence ces deux valeurs-là. Et ne te perds pas, tu vois, ne te perds pas parce que et c'est vrai, hein, effectivement, je me rendais compte que dans mon cheminement de vie, des fois, ma joie pouvait déranger. Parce que moi, je rigole facilement, en fait. Je rigole, pour tout. Je rigole, mais je peux rigoler de moi, des autres. C'est quelque chose qui... Disons que tes émotions au naturel déplaisent, puisque, bon, après, moi, je dis toujours que la personne, ça lui déplaît, c'est que elle-même a un gros problème à régler. Donc, oui, mais du coup, tu as tendance à te perdre aussi parce que tu veux plaire à l'autre, tu vois. Voilà. Et là, en fait, je me suis dit, non, maintenant, ça, c'est fini. Aujourd'hui, à 47 ans, ce sont mes valeurs les plus hautes et c'est là-dedans que je me sens vibrer, tu vois, pleinement. Et effectivement, chaque jour, je vais faire quelque chose pour nourrir cette valeur, surtout quand je suis dans des jours un peu, tu vois, en perte de confiance, parce que ça peut arriver, ou plein de questionnements, un peu. Là, je me pose et je me dis, attends, pas de ça. Ta valeur la plus haute, c'est quoi? C'est l'amour et la joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Écouter une musique, regarder la montagne, qu'est-ce qui te met dans une plénitude d'amour? Repenser à un souvenir, écouter, tu vois, voilà. Et là, partir marcher, enfin voilà, je sais pas. Et là, effectivement, je nourris la valeur. Et là, je remonte en intensité, tu vois. Donc, c'est que tu as pris conscience des deux éléments dont tu as besoin, qui te manquaient dans ta perte d'identité. C'était justement cette joie et cet amour. Et maintenant, tu arrives à trouver cet équilibre de nourrir ce que tu as besoin. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà. C'est ça. Après, tu vois, beaucoup de gens ne font pas ça. Beaucoup de gens sont dans l'attente que ça tombe tout seul, sauf que, non, ça tombe pas tout seul. Donc, et comme tu dis, tu as fait un travail sur toi. Tu es allé voir un psychiatre, tu as fait des constellations pour trouver ton identité.
Donc, Oui. beaucoup de gens pensent que ça, voilà, de toute façon, c'est mon destin, c'est comme ça, je fais avec. Si je veux voir un psy, on va me prendre pour un fou ou une folle. Voilà. Et ce sont encore des préjugés et des croyances limitantes, comme on nous a appris. Limitant. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que tu vois, je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne suis plus attachée. Pour moi, avant, l'identité, c'était une terre où tu es né, une terre. Aujourd'hui, oui, effectivement, je suis née sur la terre de métropole. Pour autant, je me dis que je peux aussi avoir des pays de cœur, tu vois. Bien sûr. Je peux avoir des pays de cœur qui font que sur cette terre-là où je vais vivre à un moment, ça va vibrer chez moi et je vais me sentir appartenir. Tu comprends? Sans pour autant y être né, pour le coup. Donc ça aussi, ça m'a permis de cheminer sur l'identité parce que souvent on te dit après, oui, mais tu sais, ton lieu de naissance, parce que tu as ton lieu de naissance, mais tu as aussi ta nationalité et tes origines, puisque bon, toi tu es né en métropole, tu es d'origine réunionnaise et tu es française. Moi, je suis un peu comme toi. Moi, je suis née au Gabon, je suis d'origine réunionnaise et je suis française. Et en même temps, moi, je me considère plus citoyenne du monde parce que moi, j'ai des amis dans le monde entier et j'ai vécu dans le monde entier. Donc, je comprends ton idée de perte d'identité. Sur l'identité, je dirais, de naissance ou nationale, mais ça serait plus... voilà, en fin de compte, ce que tu as trouvé, c'est ton identité réelle, ce que ton âme vibre, ce que ton âme a besoin. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, c'est plus ça l'identité. C'est ça. Voilà. Exact. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est plus dans cette profondeur d'âme, effectivement. Voilà. Et là où je te rejoins, quand je fais maintenant aujourd'hui effectivement mes accompagnements, quand la femme elle vient me voir, parce que effectivement j'accompagne plus les femmes pour le coup, quand la femme elle vient me voir, elle veut perdre du poids. Et moi en fait, je lui dis que le poids c'est juste une conséquence, c'est pas la cause. On va regarder en amont déjà. Et je refais un peu l'historique de ce qu'elle a cheminé, de ce qu'elle a vécu, des moments pas faciles ou à l'inverse des moments de joie aussi. Mais et du coup, à travers, si tu veux, ces événements, des fois effectivement la femme elle prend conscience, elle me dit la cliente elle me dit mais en fait là je réalise que finalement c'est à ce moment-là où j'ai perdu pied, où j'ai perdu je sais plus qui je suis et je sais plus je fonctionne comme un robot, mais en fait, j'ai plus le cœur à faire les choses, en fait. Ok. Ouais. Et là, on va retravailler plutôt sur reprendre goût, tu vois. Reprendre goût dans tous les sens du terme. Parce que finalement, tu peux pas non plus avoir du goût de l'aliment si tu n'as pas goût, tu vois, dans ce que tu vis au quotidien, tu vois. C'est vraiment là-dessus, en fait. C'est ça que je trouve intéressant avec toi, c'est que tu ne travailles pas que sur l'idée nutritionnelle. C'est que tu travailles aussi sur l'état d'âme, sur voilà, sur la personne qui ne sait plus où elle en est, mais elle pense que sa prise de poids ou sa perte de poids, parce que ça peut être voilà, selon les personnes, c'est plus un problème d'état d'âme, de vécu, de drame ou de joie, comme tu dis, qui fait que c'est ça qui a provoqué son état. C'est ça. Et après, c'est vrai que on va travailler beaucoup sur les émotions. Ouais. Par exemple, là, voilà, j'ai une cliente qui me disait que il y a eu un jour, elle a mangé beaucoup de bananes parce que elle était énervée contre son mari. Elle a dit c'est la faute de son mari. J'ai dit non, en fait, c'est pas la faute de ton mari. On prend son entière responsabilité des actes. Il a pas mis toutes les bananes dans ta bouche. Par contre, on va reprendre. On va reprendre qu'est-ce qui t'a énervé, qu'est-ce qui t'a agacé, qui a fait que, tu vois. Et voilà, et on va remonter comme ça. C'est que l'émotion, quelle action a déclenché l'émotion. Et là, elle me dit, mais en fait, il est pas là, il est tout le temps. Ok, il te manque, en fait. Ton mari te manque. Tu as besoin de lui. Un manque d'attention. Un manque d'amour, un manque d'attention. Ok, c'est ça. Elle me dit, voilà. Elle comble. Bah, ok. Donc, l'exemple de la banane plus le mari, c'est un peu ambigu quand même. Ça veut dire d'autres choses aussi. C'est ça. Mais voilà, on est reparti, tu vois, sur le manque, sur le besoin d'amour, sur le besoin d'attention, comme tu dis. Oui, et là, voilà. Et là, on retravaille là-dessus. Mais et le besoin d'attention, finalement, quand on l'a creusé, eh ben, il y a eu la perte de sa maman et ça a été très compliqué pour elle. Et depuis, c'est tellement vide. Donc, même si son conjoint, il va le remplir, mais elle, tant qu'elle n'a pas fait le travail de deuil,
et qu'elle apprend pas à vivre avec cette absence, mais à le vivre différemment, du coup, plutôt. Disons que si on doit parler de ce sujet, moi je te dirais qu'elle veut combler un vide, donc et ce qu'elle n'a pas compris, c'est que le vide, c'est c'est à elle de le combler par elle-même, déjà par s'aimer, et que c'est pas en attendant l'amour des autres qu'elle va le combler. Donc, exact. Il y a un travail à faire sur l'estime de soi là, qui est important. L'estime de soi, exactement. Donc là, voilà, on travaille beaucoup sur l'estime d'elle-même, en fait. Ouais. C'est quelle est la valeur qu'elle s'accorde elle, tu vois. C'est ça. La valeur qu'elle s'accorde elle, et à un point où des fois elle va pas se consacrer du temps. Elle va peut-être donner du temps beaucoup aux autres, mais pas à elle. Ça aussi, c'est des signes. Donc ça aussi, je le travaille, tu vois, aussi dans les accompagnements. Parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant que tu travailles sur l'estime de la personne, mais pas que sur l'alimentaire. Donc, non, c'est ça. Puis là, effectivement, j'ai une autre cliente, elle me dit, parce que ce que je demande aussi à chaque fois, le pourquoi. Pourquoi il y a cet élan-là de vouloir perdre du poids, soit, elles disent, une alimentation un peu plus saine. Ok, c'est quoi ton pourquoi? Et là, je vais aller chercher, alors au départ, effectivement, c'est des pourquoi, on va dire, un peu banals, tu vois, c'est me sentir mieux, parce que j'ai un mariage, parce que y a un événement, en fait, qui fait que j'ai envie. Il y a un événement, ou sinon parce que j'ai envie d'être belle, parce que quand je me regarde dans le miroir, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que je leur dis, mais si on apprenait déjà si je t'apprends déjà à t'aimer dans ce que tu es là aujourd'hui. Parce qu'en fait, au final, la plupart, elles attendent d'avoir perdu 20 kilos pour s'aimer, ou elles attendent d'avoir perdu 20 kilos pour faire telle chose. Elles attendent d'avoir perdu, mais en fait, tu attends tout le temps. Et du coup, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement. À quel moment tu vis? À quel moment tu vibres? À quel moment tu vis dans 20 ans? Ben non, peut-être que dans 20 ans, tu seras plus là. Hein. Donc au final, tu n'auras pas vécu. Tu vois, exactement. Tu as totalement raison. Moi, je me sens très concernée par ton sujet parce que moi, je suis une personne. Je l'ai été. J'ai été une personne entre l'anorexie et la boulimie, donc c'était soit l'un, soit l'autre. J'ai toujours fait le yo-yo, comme je dis, dans ma garde-robe, j'ai 4 tailles différentes. Donc, et j'ai beaucoup marché avec les émotions sur la perte d'identité parce que pour savoir qui j'étais, puisque j'étais reconnue par nulle part, tu es pas réunionnaise, non, t'es pas française, un peu comme toi. Puis par ma différence aussi, puisque moi je suis HP Asperger, donc j'ai une façon de parler ou de m'exprimer qui faisait que j'étais un peu effacée ou justement peut-être trop expressive. Et voilà, donc j'ai passé mon temps à combler soit le vide, soit l'inverse, à ne pas combler, parce que par manque d'amour, je me disais si j'étais maigre, je plairais beaucoup plus facilement aux hommes et aux personnes de mon entourage. Et voilà, donc j'ai toujours fait le yo-yo. Et c'est très très important le travail que tu fais sur d'abord travailler sur les émotions. Parce qu'en fin de compte, les gens ne se rendent pas compte que c'est leur propre esprit, c'est leur propre cerveau qui ronge leur vie. Et comme tu dis, on s'empêche de vivre. On va pas faire du sport parce qu'on s'est dit oui, on est tellement gros qu'on va apparaître une baleine sur un tapis quand il faudra courir dans la salle de sport. Voilà. Et en fin de compte, tous ces blocages qu'on se met fait que on n'avance pas. Et comme tu dis, la vie passe et on se réveille, comme on dit, vers la quarantaine, à se dire oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait du tout ce que j'avais envie parce que j'avais peur de tout ça. Donc, voilà. C'est ça. Et voilà, après, c'est ce que je dis, c'est apprécier le chemin. Tu vois. C'est ça. Moi, vraiment, avec les clientes, je travaille d'apprécier le chemin. Le chemin que tu as décidé, finalement, aussi d'emprunter. Comment tu as apprécié chaque étape. C'est pas la destination, au final, parce que, et puis la destination, elle aura un autre goût quand tu auras apprécié le chemin parcouru. Et comme tu dis, par exemple, le sport, je leur dis souvent, en fait, l'idée, c'est juste que tu ressens des sensations dans ton corps. C'est pas le sport en soi, c'est mettre ton corps en mouvement. Voilà, mettre le corps en mouvement. Le sport qui te convient. T'es pas quelqu'un, la course, c'est pas ton truc, tu vas trouver quelque chose d'autre. Mais si tu testes pas, tu ne sauras pas. C'est pour ça que je parle beaucoup, moi, avec elle, de mettre le corps en mouvement. C'est mettre le corps en mouvement. Ça peut être de la marche, comme ça peut être de la danse, comme ça peut être à toi, comme tu dis, à elle de trouver ce qui leur convient. Mais l'idée, c'est qu'en sortant de cette activité de corps en mouvement, elle le retrouve et elle conscientise des sensations corporelles
qui leur disent qu'elles sont vivantes, tu vois. Ouais, c'est bon. Voilà. Tu vois, c'est exactement ça, ouais. Ça me fait penser un peu parce que moi je fais les cercles de femmes et le dernier là je l'ai travaillé sur la sensualité et le toucher. Ouais. Et j'ai vu les femmes, elles ont du mal à. Bon, je suis partie sur une musique d'un film des années 90 pour leur faire pas réellement un striptease, mais l'idée de se sentir sensuelle et être femme, ça n'a pas été si facile. Hein. Elles ont beaucoup de mal parce que le regard des autres, je fais oui, mais on est en petit comité. Et ça, c'est impressionnant. Et comme tu dis, c'est sentir son corps. Sentir son corps quand tu fais de la danse, tu sens ton corps. C'est cette vibration qui te dit que tu es vivant. Voilà. C'est ça. Exact. Et puis, tu vas pas fantasmer. On va pas fantasmer dans un corps qu'on n'habite pas et qu'on attend d'avoir pour pouvoir vibrer et vivre, tu vois. C'est parce que c'est un fantasme. Moi, ce que j'aurais dit, en fait, il y a un poids santé. Hein, on a tous une génétique. Donc, peut-être que toi, tu as envie de faire 45 kilos, mais que ton poids santé, c'est pas 45, c'est 50. Pour que tes cellules, pour que ton cerveau, pour que tes organes, et que ça fonctionne bien, c'est 50. Et que le 45, c'est du fantasme, en fait. Donc, à un moment donné, on va, tu vois, c'est ça. C'est comme si tu fantasmes aussi sur l'homme que tu aimerais avoir dans ta vie. Et au final, du coup, tu ne rencontreras jamais personne, hein, parce qu'au final, et tu verras jamais la personne qui est, parce que tu es dans ton fantasme. Donc c'est vraiment la génétique, parce que si tu as les os beaucoup plus lourds, parce que bon, tu peux être très mince et avoir des os lourds et pas avoir le poids qui correspond à ta morphologie. Quand tu dis à la personne, je sais pas, tu fais 60 kilos, elle te dit non, tu dois faire 45. Je dis non, j'ai des os qui pèsent 3 tonnes. Donc, tu vois, il y a ça aussi qui joue. Et comme tu dis, il y a la génétique. Si dans ta famille, les femmes étaient rondes, tu vas pas être anorexique, hein. Donc, voilà, hein, c'est comme si tout le monde fait 1m60 et tu fais 1m90. Là, faut que tu te poses la question, c'est maman, tu m'as fait avec le facteur. Tu vois, mais c'est un peu de ce que tu dis aussi. On retravaille aussi sur la place de l'alimentation dans l'historique familial. Tu vois, dans les événements familiaux. Tu vois, ça aussi. Voilà. Les maladies aussi, n'oublie pas. Parce que dans la génétique, on a le diabète, l'hypertension, les maladies génétiques aussi. C'est ça, effectivement. Donc après, voilà. Donc moi, c'est vrai que du coup, à travers l'accompagnement, les femmes, elles vont effectivement se réconcilier avec ce qu'elles sont mais la vraie elle, en fait, tu vois. Pas ce que les autres ont imaginé d'elle et pas le fantasme qu'elles se projettent dans un futur finalement qui n'est pas... Qui n'arrivera jamais, tu vois. Yeah. Donc, c'est vrai que moi, le fait d'avoir cheminé comme ça me permet de les accompagner sur ce versant-là également, tu vois. Oui, c'est d'accepter leur morphologie, même s'il y a une perte de poids, mais d'accepter que, elles ont des fesses, elles ont des seins, elles sont comme elles sont, quoi. Donc, et qu'est-ce que tu penses de cette société qu'on a eue, parce que nous on est la génération 70-80, où surtout on nous a montré des mannequins anorexiques, il fallait pas avoir de fesses, pas de seins et tout. Maintenant c'est en train de se réveiller parce qu'on commence à nous mettre, des femmes rondes que je trouve pas encore rondes parce que la plupart du temps elles font 1m95 et on nous dit elles font du 40, mais comme il y a la longueur, donc ça triche. Voilà, mais toi justement qui travailles sur le physique, la nutrition, sur le corps de la femme, qu'est-ce que tu penses de cette époque et de notre nouvelle époque qui est en train d'arriver? En fait c'est vrai que nous, du coup, on récupère, en fait, tu vois, l'époque des Barbies. C'est la Barbie qui était maigre. Ouais, t'as vu, maintenant, les Barbies, elles ont toutes les tailles. Voilà, c'est ça. Tu vois. Mais ça, c'était notre génération. Les Barbies étaient minces, maigres, tu vois. Après, donc, aujourd'hui, on est des femmes. C'est-à-dire, ça, c'est arrivé quand on était enfant. Donc, en fait, on a été conditionnés, tu vois, là-dessus. Aujourd'hui, on est des femmes. Donc, aujourd'hui, on a un peu les conséquences de ça, en fait. Peut-être que la nouvelle génération, les enfants qui naissent aujourd'hui, eux, ils vont pas avoir ces conséquences puisque justement maintenant,
il y a un peu plus effectivement il y a maintenant des vêtements spéciaux femmes rondes. Tu vois des mannequins aussi avec des sous-vêtements. Après, faut avouer qu'on a quand même un taux d'obésité assez flagrant dans la oui, générale. Voilà. C'est clair. Après, le problème de la société, c'est qu'elle est quand même assez contradictoire, tu vois. C'est-à-dire que la dernière fois, c'est vrai que j'en discutais avec un de mes neveux qui est en surpoids et il me dit, mais Tati, c'est vraiment difficile en fait parce que regarde, on a quitté la maison en voiture pour arriver jusqu'à Sainte-Marie, par exemple. On a fait une 30aine de kilomètres et il me dit, tous les panneaux, t'as de la bouffe. C'est pas faux. J'ai jamais vu de ma vie. Antoine, il me dit, mais Tati, c'est vrai, regarde tous les panneaux. Il n'y a que de la bouffe sur les panneaux. C'est ça. Et en fait, tu vois, mais c'est le petit de 9 ans qui me renvoie en me disant, mais lui, il est en obésité, il est en surpoids, donc on est en train de travailler avec, pareil, avec des soucis émotionnels, et puis il a vécu du harcèlement à l'école, donc il y a eu un impact. Mais toujours est-il, c'est que lui-même, il se dit, mais c'est une torture, en fait. C'est une torture. Il y a de la nourriture partout sur les panneaux. À chaque fois, les rencontres, les réunions se fait toujours autour d'un repas. S'il n'y a pas un bon repas, on te dit que finalement, l'événement, il n'était pas top. Tu vois, on n'a pas bien mangé. C'est pas top. L'événement était pas top. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, tu vois, ce que j'essaie de transmettre aux clientes et moi-même de manière générale, c'est manger, essayez d'avoir dans vos assiettes une nourriture qui vous nourrit réellement. C'est-à-dire que il y aura du fer, du magnésium, il y aura des bonnes choses pour vos cellules. Donc là, on n'est pas sur le poids, on est vraiment sur sur le bien-être. Ouais, et puis vraiment santé, c'est-à-dire que la nourriture, c'est une tu vois, c'est du tonus. Oui, voilà, qui te dynamise, qui soit favorable pour ton corps, qui soit favorable pour tes cellules, tu vois. Et là, je suis pas sur le poids, c'est vraiment qu'est-ce qui est favorable. Après, tu vois, c'est pareil, la plupart des clientes, moi, je reviens souvent à la nourriture réunionnaise de base, qui est les racines. Et elle me dit, les racines? Je dis, ben oui, les racines, il n'y a pas mieux que à la place des pâtes blanches, tu vois. D'autant plus que moi, je parle d'épigénétique, c'est-à-dire que, la société réunionnaise, dans nos gènes, nous sommes pas suffisamment, on n'est pas configuré pour digérer une alimentation européenne. Clairement. Oui, quand tu parles d'Européens, moi je parlerais surtout de malbouffe, de tout ce qui est américain et tout ça, parce que ça c'est surtout, il y a que du gras et du sucre. Oui, mais si tu veux, c'est que nous, ça a un impact un peu plus intense parce que c'est arrivé récemment chez nous. Ouais. Ça veut dire que longtemps, la population réunionnaise a quand même vécu avec la nature, tu vois, avec ce que la nature offrait. Donc, il y a un impact encore plus fort parce que du coup, la génétique, elle a pas beaucoup évolué dans ce sens, tu vois. Et tant mieux pour nous, du coup, ce que je dis, autant revenir. Donc, quand effectivement, dans les préconisations, je préconise les racines, le manioc, la patate douce, le songe, les filles, elles sont en mode ah ouais. Bon, et pourtant, ce sont des femmes qui ont une génération un petit peu qui sont plus âgées que moi, tu vois. Mais, voilà. Mais c'est peut-être aussi comme toi, oui. Ils ont oublié ce que leur grand-mère ou leur mère leur donnait à manger. C'est ça, donc, exact, tu vois. Et donc là, je parle vraiment pour le coup d'épigénétique, que notre génétique même, elle ne peut pas digérer en fait. Donc, au final, après, nous, on a un souci, c'est qu'on mange trop de riz aussi. De base, il faut pas manger autant de riz. En fait, avant, ça gênait pas parce qu'on était beaucoup dans le mouvement. Oui, on était beaucoup dans le mouvement, mais maintenant, on l'est plus. On n'est plus. Après, la variation, c'est pour ça qu'en fait, moi, je préconise beaucoup, comme je te dis, en remplacement du riz, on est sur du songe, du manioc, de la patate douce, le maximum de racines qu'on peut varier. C'est quand même beaucoup plus intéressant, nutritivement parlant, que après, c'est comme tout. Plus tu varies, mieux c'est pour le corps.
de toute façon. Bah, c'est exactement. Toutes sortes de bread. Là-dedans, tu as du calcium. Voilà, tu vois, un truc, oui, mais je vais te dire. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, parce que moi, ma mère est très bread, mon père aussi, j'ai été nourrie à ça, même dans le monde entier. Le premier truc que ma mère allait chercher, c'est où est-ce qu'il y a des breads. C'était sa priorité. Et du riz. Le reste, elle s'en fichait. Mais voilà, c'était. Et c'est vrai que les breads, moi, je vois beaucoup de gens ne connaissent pas les breads. Pourtant, ils sont réunionnais, mais ils connaissent pas la plupart des breads qu'on mange. Et ça, voilà. Et quand on leur dit bread, des fois, c'est moi, le truc du bread, c'est pas mon truc, j'aime pas. Voilà, c'est. Mais je reviens un peu sur ce que tu disais, là, donc tout ce qui est racines et tout. Mais moi, et puis, au point de vue génétique, moi, j'ai vu en Chine, c'est pareil, ils ont une alimentation très saine. Et la mondialisation a fait qu'ils ont commencé à avoir tous les produits américains et tout. Et il y a un taux d'obésité chez les enfants impressionnant. Et alors, ça ne fait pas partie de la génétique asiatique, parce que de base, ils sont pas épais. Et j'étais surprise en arrivant à Shanghai de voir ces enfants style petit Bouddha à s'empiffrer de hamburgers en quantité et de sucre et de soda et de toutes ces choses super sucrées. Et à La Réunion, c'est pareil. Toi, tu parlais de ton neveu. Moi, j'ai mes filleules. Sa nourriture première, c'est frites, steak. Légumes, elle connaît pas. Et elle peut manger ça à n'importe quel jour, n'importe quelle heure de la journée. Donc, après, la réalité aussi, tu vois, là, tu parlais de bread, je reviens là-dessus et après, je reviendrai. Par exemple, les clients, quand je leur dis, dans les breads, vous avez plus de calcium que dans un yaourt. Bien sûr. Dans 50 degrés. Et elle dit, ah bon, du calcium? Oui, dans tous les légumes verts, vous avez du calcium. Et là, tu vois, donc en fait, j'aide aussi à casser un peu ces a priori que pareil, hein, c'est la communication, la commercialisation, voilà, il fallait faire marcher le lait, et du coup, on a bombardé. C'est bien plus toxique pour nous l'humain, donc le lait de vache est pire. Donc, mais on a tellement imprégné que aujourd'hui, enlever ses pensées, enfin modifier ses pensées. Des fois, effectivement, les clientes, elles se disent, ah bon, madame, vous êtes sûre? Oui. Allez, regardez sur Internet, vous verrez. Et après, effectivement, on dit, mais c'est vrai ou la raison? Enfin, voilà. Après, on retravaille un peu. Donc, je travaille beaucoup aussi sur sur ces pensées, ces a priori sur certains aliments, tu vois. Ouais. Les a priori sur certains aliments. Et du coup, donc, voilà. Parce que tu les dire aussi à nos origines, à notre alimentation première réunionnaise. C'est ça, exact. C'est ma priorité, effectivement. En tout cas, pour la population réunionnaise, en tout cas, tu vois. Après, c'est vrai que... Comment? Non, vas-y, finis, je te poserai la question. Par rapport, effectivement, tu disais aux enfants, moi, ce que j'ai remarqué, c'est aussi parce que les parents ont perdu. Parce que ils sont pris par le temps, le boulot, etc. Donc, en fait, on prend le plus rapide et le plus vite fait, tu vois. Pour autant, c'est ce que je revois aussi avec les clientes, le temps, il peut s'organiser et on peut voir aussi que finalement, manger des aliments qui sont nutritionnellement bons pour notre corps ne prend pas plus de temps que de mettre un cordon bleu au four et de faire de faire des frites et du poisson pané, tu vois. Et effectivement, quand elles font l'expérience, elles me disent, mais c'est vrai, madame Grossette, au final, ça m'a pas pris beaucoup de temps, en fait. Voilà. Donc, j'ai dit juste, en fait, cuisiner. Il y a un plaisir de le préparer. Il y a ce plaisir de préparer. Il y a aussi ça. Exact. Et des fois, je dis, en fonction des âges des enfants, tout le monde peut participer. Parce que c'est pareil. Quand l'enfant participe, à l'élaboration, quand il est en âge de pouvoir participer, il va faire, éveiller tous ses sens. Donc, ça va être la vue, ça va être quand même un peu de goût, parce que des fois, il peut prendre et goûter. Ça peut être effectivement l'odorat, tu vois, quand ça cuit. Donc, en fait, finalement, ce que je disais aux mamans, c'est que ça commence à la sensation de faim et d'envie de goûter, elle commence au moment où tu prépares le repas. Donc, quand tout le monde le fait, ou les enfants font avec vous, eh ben déjà, ça va leur donner du goût l'envie de goûter. Tu vois, mais et là où je te rejoins en fait, donc là-dessus aussi on travaille sur la sensorialité,
Je leur demande quand elles mangent, qu'elles conscientisent le goût qui se passe dans leur bouche, tu vois. Donc, on met les écrans de côté, on mange en pleine conscience. Parce que il faut que les connexions se fassent aussi. Il y a en pleine conscience et apprécier aussi ce que tu manges. Parce que, et apprécier et aimer, totalement. Voilà, selon le travail que tu fais, des fois, t'as pas le temps, tu te prends un sandwich, tu prends une barquette et tu manges. Moi, dans ce cas-là, franchement, je dis aux gens, vaut mieux ne pas manger. Voilà, moi, c'est ce que je préfère. Franchement, je préfère pas manger, je rentre chez moi et je me fais à manger, même si c'est à 17h, mais au moins, je mange un truc. Exactement. Donc, exactement. Et ce qui choque beaucoup, moi je vois, ça choque pas mal mon entourage parce qu'ils sont beaucoup en commande de restaurants, de trucs et tout. Et moi, à chaque fois, je leur dis, moi, la seule fois où j'ai commandé, c'était tellement dégueulasse que je suis désolée, c'est parti à la poubelle. Parce que moi, la saveur est importante. Je sens pas le truc, il est pas bon, quoi. Je suis désolée. Je préfère aller manger mon riz sec avec un rougail. Ouais. Moi, je suis sûre qu'il est bon. Qu'aller manger un truc, oui, je l'ai payé et en plus à un prix assez élevé. Et il n'y a pas de valeur nutritionnelle, il n'y a pas de goût. C'est pas bon, quoi. Donc, et en fait, tu vois, quand tu dis je préfère le jeter, c'est aussi de se dire ma valeur à moi fait que je n'autorise pas à manger quelque chose qui ne me correspond pas tant au niveau du goût qu'au niveau santé, parce que j'estime que j'ai de la valeur et que mon corps et mon cœur et ma tête vaut plus, en fait, tu vois. Tu vois, on revient en fait sur cette estime qu'on a de soi-même. À l'inverse, ça veut dire que j'ai pas suffisamment conscience de l'estime que j'ai de moi-même. Cette conscience n'est pas suffisamment haute, alors je vais me contenter. Je me contente de manger ça, ben tant pis, c'est comme ça. C'est ça, on est au stade où on se contente de tout parce que c'est comme ça. C'est toujours la phrase c'est comme ça, la vie est comme ça. Mais en réalité, la vie, elle n'est pas comme ça. C'est nous qui décidons qu'elle doit être comme ça. Donc, si on accepte excuse-moi, de bouffer de la merde, excuse-moi l'expression, mais c'est ça, c'est que, comme tu dis, on n'a aucune estime de soi, aucune estime de son corps. Sauf que les gens, ils oublient que ce corps, c'est notre véhicule. C'est ce qui nous permet de continuer à vivre, de tenir. Et que si on ne lui donne pas ce qui nous permet d'être bien, et puis bon, le corps et l'esprit vont avec. Parce que si tu nourris pas bien, ton esprit, il est pas bien. Voilà. Tout à fait. Et c'est pareil, parce que là on parle d'aliments, mais c'est pareil quand parce que moi j'ai fumé, tu m'as connu, voilà. Donc la cigarette c'est pareil, tu combles des envies, tu combles des besoins. Et ce n'est pas ça, c'est pas ça s'alimenter, c'est pas ça d'être nutritionné. Ça doit être un plaisir, et en même temps te faire du bien. Moi je dis tout le temps aux clientes, considérez votre corps comme un trésor. C'est ça, exactement. Considérez votre corps comme un trésor et il faut l'entretenir, ce trésor, tu vois. Et l'entretien de ce trésor passe par effectivement, qu'est-ce que dans mon assiette, qu'est-ce que je mérite, dans le côté mérité, c'est dans le côté comme je dis toujours, je vaux. Par exemple, je peux dire, tu peux manger une pâtisserie, mais dans ces cas-là, va dans une bonne pâtisserie. Va dans une pâtisserie qui a du goût, où le boulanger, le pâtissier, il a fait ça, mais rien que quand tu vois, ça y est, il y a toutes tes papilles qui sont en éveil, et quand tu manges ta tarte, par exemple, tu vois, voilà, il y a tout qui... Un plaisir, tu te fais un plaisir. Un truc qui te plaît. Je dis, tu te fais un plaisir, par exemple, un bon gâteau. Même si le gâteau, il vaut 5 €, mais au moins, je sais que c'est un bon gâteau, tu vois, voilà, c'est ça. Au lieu de l'industriel. C'est que je leur dis, tu veux manger de la glace? Mais va chez un bon glacier, alors. Va chez un glacier où toutes les saveurs, elles y sont. Tu vois, il y a pas de lactose, en fait. C'est pas de la crème glacée que lactosée, tu vois. C'est pas que lactose. Mais c'est exactement, tu me fais penser à ça parce que moi, je suis du style à une fois par mois. Moi, je suis une fan de tarte au citron. Moi, j'adore la tarte au citron. Moi aussi, j'adore la tarte au citron. Et une fois par mois, je vais dans une boulangerie, donc je ne citerai pas le nom, mais et je me prends ma tarte au citron meringuée et je prends le temps de la manger et je l'apprécie jusqu'au bout. Voilà. Exact. Et c'est mon moment à moi. Et là, faut pas me déranger. Hein. Là, tu touches pas. Hein. C'est à moi. Voilà, tu vois, donc on n'est pas sur de la restriction, mais par contre, j'aurais dit effectivement, dans ces cas-là, autant prendre de la qualité, mais c'est aussi la qualité que tu t'accordes à toi. C'est ça, en fait, les deux sont associés, tu vois. C'est cette qualité que je m'accorde,
elle se retrace, on va dire, de certaine manière, à travers aussi cette alimentation, tu vois. Et comme tu dis, je reviens sur le corps dans le sens où, à partir du moment où ton corps est malade, tu peux rien faire. Tu peux pas te lever le matin, tu peux pas vivre ta vie. Enfin voilà, je veux dire, il y a beaucoup de témoignages que j'ai lus, malheureusement et heureusement, parce que voilà, où les personnes, c'est quand ils ont eu des déclarations de maladie, sclérose en plaques, ils se sont intéressés à la santé. Et là, ils se sont dit, ok. Comme ça. Il faut que tu arrives toujours. Moi, je vois aussi parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est il faut que tu tombes malade pour comprendre conscience que tu as plein de choses à revoir dans ta vie. Et c'est là, comme tu dis, on travaille sur son estime de soi et qu'on va chercher d'où viennent. Donc toi, tu as fait la constellation. Moi, je me suis penchée sur au début l'énergétique et j'ai fini en tant que chamane. Et qui fait que voilà, c'est qu'à un moment donné. Tout ce qui est médical ou surplus de consommation de tout ce qu'on nous montre, on se dit c'est pas ça qui me permet de tenir et de vivre. Et là, il faut que je trouve d'où vient le problème. Et quand tu trouves le problème, que ça soit dans le transgénérationnel ou dans ton âme à toi qui essaye de te faire passer des messages, tu comprends que tu es pas sur la bonne voie, que tu as gâché, disons que je peux pas dire le terme gâché parce que c'est une expérience. C'est ça. Que tes expériences t'ont amené à te dire que c'est pas moi et qu'en réalité moi c'était cette petite fille qui avait des rêves, qui avait toutes ces choses merveilleuses qu'elle avait comme espoir et comme envie et qu'elle a mis de côté par des obligations familiales, sociétales. Représentation commerciale aussi parce qu'on est attiré, on est humain, on nous apprend que plus tu as, plus tu es riche et mieux c'est. Donc on connaît bien que plus on est riche et plus on est triste. On en connaît plein. c'est pas ça qui fait, et voilà, parce qu'on en connaît aussi qui sont riches et qui sont obèses et qui riches qui sont bien aussi, tu vois. En fait, après ce que je veux dire, c'est que vraiment que les gens prennent conscience que, moi, ce que je me dis, s'il y a un message à faire passer, c'est que le corps, comme tu dis, et la tête, parce que même quand tu es en dépression, au final, tu peux rien faire de ta vie, tu vois, tu galères, tu peux rien faire. Après, c'est vrai que c'est des moments de ta vie qui te permettent des fois de mourir pour renaître. Oui, c'est ça, c'est une renaissance. C'est une renaissance. Pour autant, c'est vrai que parfois, c'est quand même, je pense, le chemin, il peut être aussi simple. Si dès maintenant, des fois, des messages peuvent passer pour certaines personnes et se dire, et la personne dit, ouais, ok, là, maintenant, je vais peut-être prendre soin de moi, mais moi, mon intérieur, moi, mon extérieur, de manière à ce que ma vie correspond à celle que moi j'aurais aimé vivre, en fait, tout simplement, mais pas que ma vie correspond à ce que les autres a pensé pour moi, tu vois. C'est ça. Mais c'est vrai que pour pouvoir vivre cette vie que nous, chacun de nous, on avait envie de vivre, il est important de s'occuper de son intérieur comme de son extérieur, tu vois. Et effectivement, l'alimentation rentre en compte, mais ça peut être aussi, comme tu dis, des moments de méditation. C'est intéressant aussi que tu parles du probiotique. Moi, le probiotique, mon père est un fan de probiotique. C'est un truc, voilà. Et le probiotique, c'est quelque chose de très, très important. Et en plus, maintenant, on en trouve partout sans aucun problème. Et tu as le probiotique qui va pouvoir générer ton intestin avec ton cerveau. Surtout quand tu es en dépression, donc il y a un lien qui se fait entre les deux, et ça c'est merveilleux. Et c'est vrai que quand tu fais découvrir ça aux gens, les gens ils te disent c'est quoi ça peut pas être le probiotique, ça va pas régler ma dépression. Si, parce que ton intestin c'est ton deuxième cerveau, donc si tu fais pas tu vas pas pouvoir effectivement. Après, tu vois, c'est pareil, c'est que merci du coup Méline pour me lancer sur le microbiote, sur toute la partie intestinale où il y a les bons microbes qui permettent effectivement d'avoir des neurotransmetteurs entre le cerveau et toute ta partie digestive et émonctoire du foie, du pancréas, et qu'effectivement si l'équilibre se fait, à ce moment-là tu retrouves quand même une meilleure santé de manière globale. Maintenant, c'est vrai que ça aussi, tu vois, il y a eu, pour faire travailler les laboratoires, il y a une grosse pub sur
prenez des cures de probiotiques, tu vois. Et en fait, ce que moi, je explique aux gens, alors la cure de probiotiques, elle est bien quand on est en crise, c'est-à-dire si on a fait si on a fait par exemple des antibiotiques ou un traitement antibiotique, on a un gros traitement, ok, prendre des probiotiques, on va dire artificiels du laboratoire, pas de problème. Pour autant, par contre, si la personne, elle est, comme je dis, plutôt comme tu dis, on note des sauts d'humeur, il y a une humeur un peu variante, voilà. On note quand même une prise de poids qui se fait assez facilement. On note des problèmes de diarrhée, de constipation, enfin voilà. Ouais. Là, à ce moment-là, sincèrement, il est quand même mieux de réintroduire un équilibre au niveau du microbiote au travers de l'alimentation. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tous un ADN individuel et particulier concernant le microbiote. Oui. Et donc, du coup, malheureusement, des fois, le laboratoire, le chimique, il va se rapprocher, mais il va pas être totalement en accord avec ton propre microbiote puisque il est très individuel. Et puis, c'est pareil, c'est que les gens, ils pensent pas, mais pour que le microbiote, il puisse s'équilibrer, il faut, oui, des probiotiques, mais il faut aussi des prébiotiques. Et les prébiotiques, c'est un peu le terreau, si tu veux, qu'on va mettre. Et les probiotiques, ça va être les graines qu'on va faire pousser. Mais si tu n'as pas de terreau à la base qui est bon, les graines, ça ne sert à rien. Voilà. Les probiotiques, ils servent à rien, en fait. Tu vois. Donc, tout ça, je le travaille dans le programme. Ouais, voilà, c'est dans ton programme. Je reviens sur le probiotique. Après, ça marche aussi parce que bon, moi j'ai eu droit aux antidépresseurs et tout. Et le probiotique, ça te permet quand tu es en descente, on te fait descendre les antidépresseurs et tout ce qui est anxiolytique et tout, de stabiliser aussi pour qu'à un moment donné, tu n'aies plus besoin de ces médicaments. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est ça. Mais comme tu dis, en fait, toi, tu es en traitement. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand la personne elle est sous traitement, c'est assez bien. Mais c'est vrai que si la personne elle n'est pas dans ce cadre-là, moi je favorise beaucoup le naturel pour rééquilibrer le micro. Tu vois, c'est vraiment voilà. Mais comme tu dis, après c'est vrai que là il y a beaucoup d'études qui sont faites effectivement entre le lien le microbiote et l'état psychologique, comme tout ce qui est aussi, tu sais, les enfants hyperactifs, des enfants qui, même chez les personnes âgées, tout ce qui est la maladie d'Alzheimer, tout ça. En fait, il y a des liens. Donc, il y a beaucoup d'études en ce moment qui sortent, qui sont très intéressantes. Et d'où mon intérêt, effectivement, aujourd'hui, dans les accompagnements, je dis aux femmes, vous savez, c'est dès maintenant, en fait, qu'on prépare notre vieillesse aussi, tu vois. Voilà, un petit peu. Oui, après, il faut pas attendre notre âge. Si elles sont beaucoup plus jeunes, qu'elles commencent déjà. Voilà, comme tu dis, les enfants et tout, c'est important. Donc, c'est une éducation à mettre en place le plus jeune possible pour pouvoir avoir une vie équilibrée. C'est ça. Après, la génération de la découverte de la consommation. Donc, nous, on a découvert toutes les marques, tous les trucs. C'était waouh. Donc, voilà, c'était pas. C'est seulement à 40 ans qu'on a pris conscience que, bon, en fin de compte, tout ça, c'est pas si bien que ça. Exact, c'est ça. Et je parlais des enfants tout à l'heure, effectivement, je reviens juste dessus vite fait. Quand tu parlais de l'état de l'obésité, mais que certains, comme tu dis, tes nièces ou tes filleuls mangent pas des légumes. Après, souvent, ce qui manque aussi, c'est le sens, tu sais. C'est quel sens on y met. C'est-à-dire que quand tu expliques aux enfants le sens, c'est-à-dire tu expliques, voilà comment ton corps et ton cerveau fonctionnent. Voilà, tu as 3 cerveaux, le cerveau limbique, le cerveau frontal. Oui, mais le problème, c'est que tu sais, quand c'est des hauts potentiels et que tu expliques, ils te disent qu'ils connaissent mieux. Mais voilà, moi j'ai laissé tomber avec eux. Mais des fois, c'est vrai que les enfants, ce qui leur manque, c'est le sens de ce pourquoi ils vont le faire ou de ce pourquoi ils vont pas le faire. Et ça aussi. Après, quand je parle d'alimentation, la plupart du temps, c'est aussi des enfants parce que les parents travaillent, ils ont un manque d'amour, ils ont besoin de. C'est leur façon à eux de combler le manque d'affection. Parce que oui, ils ont tout matériellement, mais ils n'ont pas le moment, la minute, le partage, le câlin dont ils ont besoin. Voilà, c'est surtout ça. C'est comme en Norvège, ils ont organisé le temps de travail des parents de manière à ce que les parents soient libres et disponibles pour passer des moments avec leurs enfants.
Oui, mais nous, la France, on est en retard sur plein de choses. On est en retard sur énormément de choses. Et voilà, mais on va être obligé à un moment donné. On va être obligé parce que. Ouais, j'espère. Voilà. Donc, et du coup, ça aiderait nos enfants à mieux se retrouver dans leur identité. Oui. Ben après, c'est vrai que les enfants découvrant que maman à 40 ans fait un burn-out, comme je disais, c'est une majorité de la population, surtout les femmes. Ben, c'est revoir sa vie. Et à 40 ans, tu réalises que bon, bah, faut que tu restes dans la maison avec les enfants. Les enfants comprennent pas, bah, maman, pourquoi tu travailles plus? Et donc, là, c'est aussi d'expliquer, les différentes valeurs. C'est je suis là pour vous, mais je suis aussi là pour moi. Et c'est ça qui est très difficile. C'est que on a tout donné dans un truc et on n'arrive pas encore à se, parce que là, on est en train de donner un autre élément. C'est-à-dire que là, en culpabilisant, on donne aux enfants, à la famille et on se perd encore. Donc, il faut réussir à trouver cet équilibre, voilà, dans tout. Et au point de vue alimentaire, parce que la plupart du temps, comme elles n'ont pas l'habitude d'être chez elles, elles prennent du poids. Parce que bon, bah, le frigidaire est à côté, les enfants, la fatigue et tout. Il y a toutes les émotions, hein. T'es face à tes émotions. Voilà. Et elles gèrent dans un burn-out, mais elles sont en train d'en créer un nouveau. Elles sont face à toutes leurs émotions, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que le burn-out, c'est un vrai chamboulement de tout. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, les valeurs et voilà quoi, tu vois. Ben, on va en rester là voilà, parce que sinon on peut continuer encore des heures. Oui, mais, exact. On fera une autre émission. De toute façon, chaque année il y aura un nouveau thème. Donc cette année c'est la perte d'identité. Avec plaisir. Donc, voilà, moi ça m'a fait plaisir de t'interviewer. Moi aussi. Donc, pour ceux qui veulent rencontrer Patricia, toutes les données seront mises dans le résumé du podcast sur votre plateforme préférée. Donc n'hésitez pas à aller la rencontrer. Comme vous avez vu, elle est très ouverte, très joyeuse et pleine de vie. Et elle s'est réglée sa perte d'identité qu'elle a eue, puisque maintenant elle s'est retrouvée. Voilà, donc si vous avez besoin de vous trouver et de régler votre problème de poids ou autre chose, allez voir Patricia, parce qu'elle va vous aider, pas que sur votre poids, mais sur vos émotions aussi. Merci beaucoup Méline, ce fut toujours un plaisir de partager avec toi. Merci à toi. À bientôt. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes pages Facebook et Instagram sous le nom de Made in Shaman. Donc si vous souhaitez rencontrer Patricia, vous la trouverez sur Instagram sous le nom de Patricia Coach Nutrition. De toute façon, vous aurez toutes les informations dans mon résumé des textes de cet épisode. Pour le mois de mai, je lance un agenda précommande pour 6 places pour l'animal de pouvoir et voyage inclus. Donc si cela vous intéresse, contactez-moi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.